Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Plus que jamais, j'attends vos témoignages au 0826 300 300 car il y a des sujets qui vont vous faire réagir, j'en suis absolument certain dans cette émission. Parlons vrai chez Bourdin. D'abord le match France-Maroc de mercredi soir, demi-finale de Coupe du Monde. C'est un déchirement pour tous les binationaux. Nous allons en parler, nous allons aller à Mantes-la-Jolie qui est l'une des villes de France, peut-être la ville de France où la communauté marocaine est la plus importante. 0826 300 300, vous êtes vous-même, vous êtes des binationaux, vous avez les deux nationalités. Comment allez-vous faire mercredi soir? Emmanuel Macron assistera au match mercredi. À sa place, y seriez-vous allé? Nous en parlons. Nous allons parler du froid aussi. Comment faites-vous chez vous? Vous chauffez moins? Autrement, racontez-nous, car vos conseils sont utiles pour tout le monde. 0826 300 300. Entre midi et midi et demi, sur Sud Radio, on va s'entraider. Noël, les fêtes approchent. Racontez-nous, donnez-nous vos bons plans pour acheter moins cher sur Internet, d'occasion ou en échangeant. 0826 300 300, là encore. Covid, grippe, bronchiolite, 61% des Français inquiets de la situation sanitaire. 66% des Français prévoient d'être prudents à Noël. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro qui dit aussi que 76% des Français souhaitent que le masque redevienne obligatoire dans les transports publics. 76% et 58% qui souhaitent que le masque redevienne obligatoire dans tous les lieux publics. Et vous ? Dites-nous, 0826 300 300. De quoi allons-nous parler encore? Entre 11h et midi, débat sur ce que j'appelle la politique des chèques. Est-ce la bonne politique? Chèque énergie, chèque carburant, chèque fuel, chèque bois pour aider les plus modestes. Les classes dites moyennes se sentent-elles délaissées? Là encore, vous faites partie de ce qu'on appelle la classe moyenne, 0826 300 300. Cette politique nourrit-elle un ressentiment contre l'assistanat? On en parle. Et puis auparavant, à 10h45, dans une vingtaine de minutes, j'appellerai mon confrère Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles du journal Libération et grand connaisseur du fonctionnement de l'Union européenne. Mais que se passe-t-il au Parlement européen? 6 personnes interpellées vendredi, 4 d'entre elles écrouées hier, dont la vice-présidente du Parlement, la grecque Eva Kaili, soupçon de corruption au profit du Qatar. Mais tout de suite, évidemment, le match France-Maroc de mercredi soir, avec en ligne et avec nous en direct, Raphaël Cognier, le maire de Mantes-la-Jolie. Bonjour Raphaël Cognier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Combien d'habitants à Mantes-la-Jolie? 43 000. 43 000 habitants, avec une très forte communauté marocaine. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas de statistiques précises, mais on estime aux alentours de un peu plus de 10 000 les binationaux, les Marocains ou les Franco-Marocains. L'une des plus importantes de France, compte tenu de la population de la ville. Exactement, tout à fait. Une des plus importantes de France et qui est due à l'immigration qui a eu lieu dans les années 70 et 80 pour travailler dans les usines Renault et Peugeot dans la vallée de Seine. Ah, bah évidemment. Donc, immigration dans les années 70-80, évidemment. Aujourd'hui, des Marocains, des binationaux, seconde, troisième génération, hein, c'est cela, enfin, elle connaît. Exactement. Les jeunes de 20 ans, la plupart sont nés en France. Et puis, on a aussi des anciens qui sont arrivés ici, qui sont restés, certains qui font des allers-retours. Donc, on a une politique très forte avec le Maroc. Comment allez-vous faire mercredi soir dans la ville ? Déjà, je veux dire que c'est un très grand moment de joie parce que beaucoup de Franco-Marocains vivent ce match avec passion. Le Maroc a fait un très beau parcours. La France aussi. Donc, on rêvait tous de cette demi-finale. On va la voir. Et je ressens beaucoup d'excitation dans la ville. Et je suis sûr que ça va très bien se passer parce que ça s'est bien passé ce week-end. Et ça va continuer à bien se passer. Oui, parce qu'on parle beaucoup de certains débordements, mais on ne parle jamais de ce qui se passe bien. Hein. Jamais, ça c'est classique. Ça. C'est une habitude pour le maire de Mantes-la-Jolie. Mais nous, on a eu une soirée de samedi où il y avait en même temps les illuminations de Noël, le marché, et puis ces deux matchs. Donc on a eu beaucoup de Franco-Marocains qui se sont rassemblés après la victoire du Maroc. On en a
aussi beaucoup qui se sont rassemblés après la victoire de la France. Et tout le monde qui se disait vivement mercredi, vivement mercredi. Donc nous, on n'a eu quasiment aucun débordement. J'ai eu le commissaire de police avant de vous appeler au téléphone qui m'a confirmé que la soirée s'était très bien passée. Évidemment, il y a eu de l'excitation, évidemment, il y a eu des klaxons, évidemment, il y a eu des bruits. Mais Oui. à mon avis, c'est rien par rapport à ce qui va se passer mercredi, parce que là, la ville va vraiment être en fête. Une effervescence, évidemment. Alors, cette effervescence pour mercredi soir, comment allez-vous la contenir? Est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas moi, d'abord, au niveau sécurité, est-ce que vous avez prévu des dispositions particulières? Et est-ce que, pour la diffusion du match, est-ce qu'il y a diffusion dans les bars? Est-ce que vous avez organisé une grande soirée dans une salle municipale? Comment ça va se passer à Mantes-la-Jolie? Alors, ça va se passer, en fait, ce qui est assez drôle sur le foot, c'est que tout le monde a un petit peu ses réflexes, ses habitudes, ses rituels. Certains, effectivement, aiment bien se rassembler dans un lieu, donc on va très vraisemblablement remettre un lieu à disposition. On co-organisera entre la ville et un certain nombre d'associations franco-marocaines. Et puis, évidemment, les bars de la ville seront ouverts, donc on pourra aller voir le match en buvant une bière ou bien en se rassemblant ensemble. Et on discute avec les forces de l'ordre, mais pour l'instant, personne n'est inquiet. On n'est jamais à l'abri, évidemment, de débordements, mais franchement, je fais confiance à ma population pour que ça se passe le mieux possible. Donc, je mise sur le fait qu'on va passer une excellente soirée et qu'il y aura plusieurs lieux de diffusion, privés ou publics, et que tous les gens qui veulent le voir pourront voir ce match qui va être un grand match. Oui, j'imagine les habitants partagés, les franco-marocains. Hein. Les binationaux vont être partagés toute la soirée. Exactement, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disaient avant le match contre le Portugal, parce qu'on a aussi une grosse communauté portugaise à Mantes-la-Jolie, une immigration plus ancienne, et beaucoup de gens me disaient si le Maroc perd, on soutiendra les Bleus. Bah là, ce sera les Bleus contre les Marocains, et franchement, je sens vraiment le mot qui me vient le plus, c'est l'excitation. C'est-à-dire que là, le compte à rebours est lancé. Et mercredi 20h, ça va chanter très fort. Ça va chanter très fort. Restez avec nous, Raphaël Cognier. Je prends Didier, qui est à l'autre bout de la France, à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Didier. Et bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Bon, Didier, vous allez regarder le match ? Évidemment, oui, je vais regarder le match. Oui. Moi, évidemment, je vais soutenir l'équipe de France. Hein. Oui, bah moi mais aussi. j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Oui. Sauf que moi, je suis un petit peu plus inquiet que le maire de Mantes-la-Jolie. Je redoute des débordements, quoi. Oui. Vous espérez que tout se passera bien. Dans tous les cas, à Mantes-la-Jolie, vous redoutez des débordements ou pas, Raphaël Cognier ? J'en redoute pas pour l'instant parce que honnêtement on a déjà eu plusieurs matchs et les fins de match se sont bien passées. Alors évidemment on est précautionneux parce qu'il faut toujours se dire que sur 400-500 personnes qui sont sur une place et qui font la fête, vous pouvez toujours avoir 15 personnes ou 20 personnes qui ont envie d'en découdre et qui veulent en fin de soirée s'agiter et avoir des comportements inappropriés. Mais vous savez, le pire n'est jamais certain et comme vous le disiez, quand ça se passe bien, on n'en parle pas. Quand ça se passe mal, on en parle beaucoup. Nous, pour l'instant, ça s'est bien passé. J'espère qu'on va rester dans la même dynamique, même si, évidemment, le service de police nationaux seront mobilisés, la police municipale aussi, nos caméras, pour faire en sorte de prévenir au maximum tout débordement. Je vais vous faire écouter à tous les deux et à tous les auditeurs de Sud Radio une petite pépite, je trouve. C'est assez amusant, mais ça représente bien la situation. C'était à l'issue d'un match de Coupe d'Afrique et c'était l'un de mes confrères marocains de la télévision marocaine qui interrogeait l'attaquant du Maroc, le joueur d'Angers, Boufal, Sofiane Boufal. Et c'est amusant parce que le commentateur de la télévision marocaine posait ses questions en arabe. Écoutez la réponse de Boufal. باللغة العربية أهلا بك سفيان كنت نجم المباراة أحسن لاعب المباراة وصاحب هدف الفوز. En français, s'il te plaît. Voilà, en français, s'il te plaît. Sofiane qui n'arrivait pas à répondre, Sofiane Boufal qui n'arrivait pas. C'est bien cela, hein, Raphaël Cognier. Il y a cet amour du pays, du Maroc, pour les binationaux, mais en même temps, ils sont français. Hein. Exactement. Nous, ce qu'on ressent, vous savez, la plupart des franco-marocains soutiennent aussi l'équipe de France quand l'équipe de France joue. Donc il n'y a pas, pour moi, de conflit identitaire là-dedans.
En plus, c'est du foot, c'est du sport, c'est une Coupe du Monde, c'est une demi-finale. Je pense, moi, personnellement, que les Bleus vont gagner et je serai de tout cœur avec les Bleus. Oui. Mais on n'aurait pas pu rêver d'un meilleur événement à Mantes, où, vous l'avez dit, la communauté marocaine est très importante. Donc, je pense que vraiment, tout le monde va se lâcher dans le bon sens du terme. Oui, pour la ville, c'est une chance. Ah, pour la ville, c'est une chance, oui, parce que quand vous avez une communauté aussi importante que la communauté marocaine et en même temps beaucoup d'habitants de Mantes qui soutiennent les Bleus, beaucoup de gens vont regarder le match main dans la main. Vous savez, ça se passe dans les lieux publics, dans les bars, mais ça se passe aussi dans les familles où les gens invitent leurs voisins. Donc chacun regarde le match comme il a envie de le regarder. Certains préfèrent être chez eux avec leur rituel, d'autres préfèrent aller boire des bières dans les bars de Mantes-la-Jolie. Mais vous savez, on a tous nos habitudes. Hein. Oui, c'est vrai. Didier, vous avez vos habitudes, vous ? Ah oui, moi j'ai une petite habitude, je vais inviter des amis à la maison, évidemment, puis on va regarder ça autour d'un verre. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que la France va gagner ? Oui. Moi je vois un beau 2-0. 2-0 ? Même si la défense marocaine est la meilleure défense du championnat, évidemment, de la Coupe. Le gardien de but, il y a deux grands gardiens dans cette Coupe du Monde, c'est le gardien marocain et le gardien croate. Hein. Tout à fait, mais j'ai confiance dans notre Giroud légendaire et Mbappé. Bon, d'accord. Bon, vous aussi, Raphaël Même vote. Même vote. J'ai aussi une grande confiance. Je pense qu'on a une équipe qui, objectivement, est plus forte sur le papier. Oui. On a une équipe qui a aussi beaucoup de courage. Et je crois qu'après avoir battu les Anglais, qui a toujours une saveur particulière, plus rien ne peut nous arrêter. Ça, c'est sûr que ça a une saveur particulière. Merci, Raphaël Cognier. Merci, Didier. Vous appelez 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Vous êtes sur Sud Radio jusqu'à mercredi. Et même jeudi, au lendemain du match, nous allons vous écouter. Allez-y, engagez-vous. Dites-nous, pour qui allez-vous supporter d'abord mercredi soir et ensuite votre analyse avant match et après match. Je l'attends avec impatience. Il est 10h41, une petite pause et nous partons pour Bruxelles. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h45, 11h moins le quart. Voilà un sujet qui, curieusement, ne fait pas la une de la presse française. Je le regrette. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet hyper sérieux. Rendez-vous compte, corruption au Parlement européen, mais pas une petite corruption, une vraie corruption. Jean Quatremer est avec nous. Enfin, les soupçons pour l'instant, hein. Attention. Hein. Jean Quatremer, mon confrère de Libération, correspondant à Bruxelles, et grand connaisseur du fonctionnement de l'Union européenne, est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Donc, corruption, soupçon de corruption, 6 personnes interpellées vendredi, 4 d'entre elles écrouées hier, dont la vice-présidente. La vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, soupçon de corruption au profit du Qatar. Où en est-on ce matin, Jean ? Alors, il faut rester assez calme quand vous dites au Parlement européen. C'est plutôt la bulle européenne qui est directement touchée, car pour l'instant, il n'y a qu'une vice-présidente, c'est pas la vice-présidente. Il y a 14 vice-présidents au sein du Parlement européen, en plus de la présidente actuelle, qui est la Maltaise Roberta Metsola. Donc, le reste, ce sont des gens qui travaillent dans l'entourage du Parlement européen. Il y a aussi son conjoint, le conjoint de la vice-présidente du Parlement européen, qui est un assistant parlementaire. Il y en a à peu près 3000 au sein du Parlement européen, qui a été arrêté. C'est son conjoint, ils ont 2 enfants ensemble, ils vivent ensemble, et donc c'est, semble-t-il, pour l'instant plutôt une affaire de famille et d'amitié. Vous aurez noté que tous les gens qui ont été arrêtés et qui ont été ou mis en examen, ce sont des Italiens, et tous des socialistes italiens. Il n'y a que la vice-présidente grecque, mais qui est mariée donc avec un assistant parlementaire italien, qui a été présenté par la personne qui est au centre des soupçons de corruption, qui est un ancien député italien, qui répond au doux nom de Panzeri, qui a présenté son assistant parlementaire à la vice-présidente, elle n'était pas encore à l'époque, mais la députée européenne grecque, et il y a eu un coup de foudre. Voilà. Donc ça ressemble, vous savez, il y a un côté famille italienne, un petit côté un peu mafieux dans cette affaire. Là, pour l'instant, il y a un certain nombre de gens qui disent de corruption au Parlement européen. Ça reste à prouver. Pour l'instant, on a juste ces éléments, quelques éléments, notamment le fait qu'on a trouvé chez la vice-présidente et son mari, et chez Panzeri, l'ancien député européen, plusieurs centaines de milliers d'euros
en liquide, ce qui au minimum ressemble à de la fraude fiscale. Oui, au minimum à de la fraude fiscale. Mais Jean, l'enquête se poursuit, évidemment. Est-ce que d'autres eurodéputés pourraient être impliqués dans cette affaire ? Écoutez, pour l'instant, tout ce qu'on sait dans cette affaire, et c'est ça qui est extrêmement gênant, tout ça, c'est une enquête qui est menée depuis juillet dernier par le pôle grand banditisme de la police belge et par un juge qui est spécialisé dans les affaires financières, notamment tout ce qui est la fraude internationale. Les institutions européennes et les qui ont aussi en leur sein des enquêteurs n'ont pas été associés à cette enquête. C'est-à-dire ni l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne n'a été impliqué, ni le parquet européen n'a été impliqué dans cette affaire. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi les institutions ont été laissées à l'écart. Les informations qu'on a actuellement et dont tout le monde parle sont relayées par la presse belge à partir de fuites émanant du parquet et donc du juge qui mène l'instruction. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement prudent. Je comprends. C'est le Qatar. Il y a des députés européens corrompus. Oui, il y a une députée européenne qui clairement avait de l'argent liquide chez elle et dont elle n'est pas capable d'expliquer la provenance. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne sait pas d'où vient l'argent, on ne sait pas à qui il s'est destiné, on ne sait pas s'il y a des gens qui ont été corrompus, on ne sait rien en réalité. Donc là, on a beaucoup de gens, notamment Manon Aubry, la députée européenne et les filles, qui expliquent que maintenant quasiment tous les eurodéputés sont corrompus. Oui. Non, on n'en est pas là. C'est une affaire qui est grave, mais pour l'instant, ça touche juste à une toute petite partie du Parlement européen et ça met plutôt en cause les contrôles et les contre-pouvoirs qui sont plutôt absents au sein du Parlement européen. Là, il y a un problème. Oui, Jean. Et quel serait le corrupteur ? Parce que corrompu, mais il y a un corrupteur. Voilà. Et tout le monde dit c'est un État du Golfe. Donc, oui. D'après les fuites qui viennent du parquet de Bruxelles, ça serait le Qatar qui aurait voulu acheter des députés européens pour améliorer son image. Alors d'abord, 705 eurodéputés, il faut pouvoir se les payer. Bon, le Qatar est très riche, mais pourquoi pas ? Ils s'achètent 705 eurodéputés. Mais ces 705 eurodéputés peuvent décider quoi concernant le Qatar ? Ben, rien, en réalité. Parce que le Parlement européen n'a pas de pouvoir en matière de politique étrangère de l'Union européenne, ne peut rien décider. Ce sont les États qui décident en matière de politique étrangère, et puis c'est essentiellement des relations bilatérales. Alors la seule chose que peut faire le Parlement européen, c'est voter des résolutions plus ou moins sympathiques à l'égard du Qatar. Mais franchement, est-ce que le Qatar a besoin du Parlement européen pour améliorer son image ? Surtout au moment où l'Organisation internationale du travail vient de dire qu'ils avaient fait des progrès importants. J'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt du Qatar dans cette affaire. Alors, peut-être une question d'influence sur d'autres dossiers, ça reste à montrer. Mais on a l'impression, en fait, que la justice belge a trouvé quelque chose qui dysfonctionne, du lobbying qui avance masqué, mais pour l'instant, on ne sait pas et on ne voit pas quel est l'intérêt. C'est surtout ça, moi, qui m'interroge. Quel est l'intérêt du Qatar dans cette affaire ? Est-ce que c'est bien le Qatar ? Bien sûr, mais bien sûr, vous avez raison, Jean Quatremer, de poser les questions et d'être prudent. Nous allons suivre. Merci dans tous les cas pour vos éclaircissements. Hein. Jean, ça nous permet. Jean-Jacques. Oui. Mais ça nous permet. Vous avez raison, il faut toujours être prudent. Nous avons appris ça en journalisme depuis le début. Vous avez bien raison. Soyons prudents. Merci, Jean. Merci. À bientôt. À bientôt, Jean. À bientôt. Il est 10h52. Savoir. Tiens, une info qui tombe à l'instant à propos de la réforme des retraites. La présentation de la réforme par le gouvernement d'Emmanuel Macron sera reportée au 10 janvier. La présentation devait avoir lieu jeudi. Elle est reportée au 10 janvier. Que se passe-t-il ? Eh bien, nous en reparlerons évidemment ces prochains jours et même tout à l'heure. Tiens, tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que entre 11h et midi, nous aurons notamment parmi nos invités un député Renaissance, un député de la majorité. Bien, allez, nous sommes avec Youssef, qui est à Avignon. Bonjour Youssef. Bonjour Jean-Jacques. Ah Youssef, vous êtes franco-marocain.
Exactement, je suis né en France, d'origine marocaine. Ah bah dites-moi, vous allez être heureux de la fête de mercredi alors. Exactement, c'est ce que j'allais revenir sur ça. Pour moi, c'est une fête du football. Et avant tout, ça doit être qu'une fête de football, c'est tout. Bah ça me fait plaisir d'entendre ça, Youssef. C'est une fête du football et le meilleur gagnera. Exactement. Bon, j'aurais préféré que ça soit en finale. Hein. Je vous cache pas que j'aurais préféré que le Maroc soit sur de l'autre côté Argentine et Croatie. Mais dans tous les cas, si le Maroc perd, c'est une fierté de tomber contre la France en demi-finale. Oui. Et si le Maroc gagne, c'est historique. Hein. Ah, c'est historique, c'est un exploit parce que je pense l'équipe de France très forte, moi, Youssef. Pas vous? Très forte, c'est vrai. C'est vrai, mais Mais cette équipe marocaine a un tel cœur que, bon, je sais pas. Quel est votre pronostic, Youssef? Pour moi, le pronostic, c'est 2-1 pour le Maroc. Votre cœur, si j'ai bien compris, votre cœur penche légèrement pour le Maroc. Légèrement pour le Maroc parce que c'est historique, c'est la première fois pour le Maroc. La France a déjà 2 Coupes du Monde. Oui. Après, encore une fois, si la France gagne, je serai très heureux et très fier. Et j'aimerais quand même que le Maroc se qualifie. Et j'y crois. Si la France gagne, vous serez supporter de la France en finale. Ah oui, tous les jours. D'accord. Je suis pour la France et le Maroc. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Merci Youssef. Nous allons toute la semaine donner la parole comme cela à nos auditeurs sur Sud Radio et vous allez réagir évidemment. Je sais que vous allez être nombreux à réagir. Vous nous écoutez de plus en plus nombreux. Ça me fait plaisir. Merci Youssef. Merci à vous. Vous êtes auditeur de Sud Radio depuis longtemps? Non, je vous suis. Comment? Je vous suis à vous, Jean-Jacques. Ah, d'accord. Ok. Bon, merci. Vous me suivez alors. Merci Youssef. Merci à vous. Merci, au revoir Youssef. Il est 10h55. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Encore une fois, entre 11h et midi, nous allons débattre sur ce que j'appelle la politique des chèques. Est-ce la bonne politique? Chèque énergie, chèque carburant, chèque fuel, chèque bois. Enfin bon, pour aider les plus modestes, les classes dites moyennes se sentent-elles délaissées? Cette politique nourrit-elle un ressentiment contre l'assistanat? On en parle. 0826 300 300. À tout de suite. On est bien. Sud Radio, 10h55.